Si vous cherchez le décryptage le plus poussé de la nouvelle bande-annonce des Anneaux de Pouvoir saison 2, vous êtes au bon endroit. Je vais vous décortiquer toutes les images et leur signification, sans oublier les déclarations des créateurs dans différents médias. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de cette saison 2 et que vous ne craignez pas les nombreuses déductions qu'on peut faire à partir de cette riche et longue bande-annonce. Si vous renoncez ici, ainsi soit-il, mais si vous y êtes prêt, alors accrochez-vous, c'est parti. La deuxième saison de la série Les Anneaux de Pouvoir débutera sur nos écrans le jeudi 29 août. La rumeur dit que ce serait directement avec la diffusion de 3 épisodes, puis un par semaine par la suite, mais il semble que rien ne soit encore absolument officiel à ce sujet, si ce n'est qu'il y aura un total de 8 épisodes. Et étant donné que je reçois encore régulièrement des commentaires à ce sujet, un mot très rapide sur la prononciation. Si je dis Sauron par exemple, ce n'est absolument pas par snobisme ni pour prononcer à l'anglaise. En effet, l'objectif consiste uniquement à respecter la prononciation des langues inventées par Tolkien. C'est un effort supplémentaire, mais je n'ai aucun souci avec la sonorité Sauron que j'ai utilisée la majeure partie de ma vie. La première saison avait la lourde tâche de mettre en place les nombreuses pièces de cet échiquier, mais cette saison 2 va nous montrer comment Sauron va manipuler tout le monde pour arriver à ses fins. C'est lui qui aura l'initiative, tandis que les peuples de Terre du Milieu s'efforceront de réagir tant bien que mal aux conséquences des machinations du Seigneur du Mal. Cette saison 2 s'ouvrira a priori sur un flashback correspondant aux images du couronnement de Sauron par Adar, qui était son principal capitaine. La couronne porte la réminiscence de celle de Morgoth, bien sûr, et ses pointes seront la première arme retournée contre lui, symbole de sa soif de domination entraînant sa chute. Les showrunners évoquent aussi une inspiration dans l'assassinat de Jules César. Nous assisterons donc à la trahison d'Adar et à l'assassinat de Sauron par l'elfe déchu et de nombreux orques. Cette scène se déroulera à Durnost, la forteresse que Galadriel et son petit groupe de soldats exploraient en début de première saison. La destruction de l'enveloppe corporelle de Sauron va déclencher l'explosion qu'on voyait dans le premier teaser de cette saison 2. Évidemment, l'essence de Sauron va perdurer, essence, si j'ose dire, parce qu'il ressemble un petit peu à du mazout, sous cette forme initiale d'une boue noire, vue elle aussi dans le teaser, du moins jusqu'à ce qu'il trouve le corps d'Halbrand et assume cette nouvelle identité, du moins c'est ce qu'on peut supposer. Halbrand devrait avoir une première confrontation avec Adar en Mordor, et le doute va commencer à s'immiscer, peut-être au sein des légions orques, qui craignent le courroux d'un être aussi puissant que Sauron, dont leur fameux père, Adar, devait les protéger. On devrait ensuite revoir Halbrand à Ostin Ithil, puisque c'est la porte de cette capitale des Régions qu'il passe en début de bande-annonce, pour retrouver le grand maître de l'artisanat elfique de l'époque, Celebrimbor, qui va accepter de l'accueillir et d'entendre ses arguments. Même s'il va se méfier, puisque Galadriel ne lui a pas révélé la véritable nature d'Halbrand, Celebrimbor se laissera convaincre en assistant notamment à la transfiguration d'Halbrand, qui va entrer dans le foyer de la Grande Forge et en ressortir sous l'apparence d'Anatar, le seigneur des dons dans le texte, qui sera le pourvoyeur de dons en VF, sans doute pour des questions de droit. Bien évidemment, sous cette forme angélique, Sauron se présentera en envoyé des Valar, les grandes puissances de l'Ouest, pour assister les elfes dans leur nouveau combat contre l'ombre. Et c'est bel et bien la voix de Sauron, sans doute sous cette identité d'Anatar, qu'on entend dire « Mais lorsque s'abattent les ténèbres, on voit toujours émerger quelque chose ou quelqu'un qui nous éclaire. » Rappelez-vous, en première saison, Halbrand expliquait que pour contrôler un ennemi, il faut lui donner le moyen de contrer ou contrôler la source de sa peur. Or, Celebrimbor craint par-dessus tout de ne jamais pouvoir être à la hauteur de son illustre grand-père, Fëanor, le créateur des Silmarils. En offrant à l'artisan l'illusion d'accomplir l'œuvre d'une vie pour apporter la lumière et contrer la montée des ténèbres, Anatar commence sa manipulation dans l'affrontement psychologique qui va l'opposer à Celebrimbor toute la saison durant. Cette saison 2 sera définitivement plus sombre que la précédente, et dans la photographie on ressent cette froideur, un filtre un peu vert peut-être, avec pour principales exceptions des flammes sous diverses formes, y compris les plus terrifiantes. Dans cette saison, Celebrimbor devrait aussi travailler en parallèle avec Narvi, un nain qu'on aperçoit sur un plan alors qu'il brandit un marteau de guerre aux côtés de Disa, l'épouse du prince Dórin. Narvi est célèbre pour la création de la porte enchantée de la Moria, qui ne se révèle qu'à la lumière de la lune et qui résulte de ses collaborations avec Celebrimbor. Cette amitié entre artisans et notamment cette porte devrait, fort ironiquement, offrir un point d'accès à Khazad-dûm pour Sauron. On se souvient du mot code pour ouvrir la fameuse porte, Melon ou Ami, un terme qui revient régulièrement dans la bouche du prince Dórin pour évoquer les elfes, justement. Les nains seront confrontés à bien des problèmes, que ce soit des éboulements
ou des récoltes moribondes. Anatar proposera à Celebrimbor de travailler sur des anneaux pour venir en aide aux nains. Pour les convaincre d'accepter les 7, Anatar jouera certainement sur le savoir de la présence d'un Balrog dans les profondeurs de la Moria. On devine une séquence qui semble correspondre à l'invocation par Anatar d'une image de cet ancien et puissant serviteur de Morgoth, qui est le Balrog bien sûr, pour démontrer aux nains le péril qui les menace, jouant sur leur peur pour les pousser à accepter la solution des anneaux. Disa comprend la montagne grâce à ses champs de résonance et elle saura qu'il y a bel et bien quelque chose qui se cache dans les profondeurs. Peut-être les nains mettront-ils en œuvre un plan pour tenter d'ensevelir le Balrog, ce qui correspondrait à l'image de lui qui saute et semble s'accrocher à une paroi rocheuse. On note au passage que ces ailes d'ombre correspondent plus exactement aux descriptions du livre que dans la version déjà excellente de La Communauté de l'Anneau au cinéma, par Peter Jackson bien sûr. Ainsi, les 7 seront forgés cette saison et je pense distribués. On a déjà la certitude que le roi Dwalin acceptera et portera l'anneau, ce que son fils Dwalin lui reproche avec une opposition intense et violente entre les deux. Le roi devrait sombrer dans la paranoïa et une cupidité croissante sous l'influence de l'anneau. Les 9 anneaux destinés aux hommes seront aussi forgés puisque Sauron ordonne à Celebrimbor de les lui remettre dans cette bande-annonce. Le teaser nous montre l'elfe tenter de les détruire en les jetant dans un creuset, mais sans effet bien sûr. Toutefois, les 9 ne seront pas encore distribués, je pense qu'il faudra attendre la saison 3, voire 4, pour cela avec la révélation des futurs Nazgûl, et notamment du roi sorcier, leur chef. Il est temps d'évoquer Galadriel et Elrond qui retournent vers Lindon et informent Gil-galad de la création des 3 anneaux elfiques. De toute évidence, Elrond se méfie des anneaux, tandis que Galadriel sera a priori la première à décider d'en porter un, Nenya, l'anneau blanc, lié à l'eau et à la mer. Dans la séquence sous l'arbre de Lindon, qui représente la pérennité des elfes en Terre du Milieu, du moins dans l'invention qu'en a fait la série, on constate qu'on passe d'un arbre extrêmement malade à une version qui semble avoir retrouvé toute sa vitalité et sa splendeur. À n'en pas douter, il s'agit là de l'effet des 3 anneaux combinés, et on sait en effet que c'est là le principal pouvoir de ces anneaux et l'explication de la durabilité des havres elfiques de Lothlórien et d'Imladris, sous le patronage de Galadriel et Elrond dans les temps à venir, et ce jusqu'au 3e âge. On verra si l'invention d'un dépérissement aussi rapide sera maintenue comme une vérité dans la série, ou s'il sera révélé qu'il s'agissait d'une machination de Sauron depuis le début, même si j'ai assez peu d'espoir à ce sujet. Les 3 porteurs d'anneaux initiaux sont donc Galadriel, le haut roi Gil-galad et Círdan, le charpentier de navires. Réputé pour sa sagesse, même s'il n'a jamais vu la lumière de Valinor, Círdan est une exception parmi les elfes, en ayant une barbe et en portant davantage la marque du temps qui passe, sachant qu'il est plus vieux que Galadriel, faisant partie de ceux qui sont partis de Cuiviénen, le lac où les elfes se sont éveillés. C'est donc la main de Círdan qu'on voit se plonger dans l'eau tout en portant Narya, l'anneau du feu, dont il fera don bien plus tard à Gandalf. Dans les textes, Gil-galad garde un temps Narya et Vilya avant de donner le premier à Círdan, mais je suppose que ce ne sera pas le cas dans la série. Galadriel devra révéler qu'elle a introduit Sauron en Eregion en se faisant manipuler par Halbrand, ce qui ne fera qu'alimenter les doutes d'Elrond et sa méfiance quant à l'influence de la bague sur son ami. Malgré tout, les deux prennent la tête d'un groupe pour revenir prévenir Celebrimbor en Eregion. C'est eux qu'on devine courir dans un paysage de collines en bord de mer. J'ignore pourquoi ils n'ont pas de monture à ce moment, mais ce sera sans doute clair dans le contexte. Quoi qu'il en soit, l'accès à Eregion aura été rendu compliqué a priori par Sauron, peut-être via la destruction du pont que Galadriel et Elrond inspectent. C'est là qu'intervient notamment un nouveau personnage, l'elfe Canmir, cartographe, pour définir le meilleur itinéraire vers Eregion et sa capitale, Ost-in-Essil. On aura aussi une archère de grand talent, une elfe originaire de Lindon, et nommée Rian, qui fait partie du groupe et dont je pense qu'on devine le destin dans l'une des images marquantes de la bande-annonce. C'est donc ce groupe qui sera confronté aux esprits des tertres ou êtres des Galgal pour ceux qui ont en tête la première traduction du Seigneur des Anneaux. Ce ne sont pas exactement les mêmes, bien sûr, puisque ceux qui menacent les hobbits sont des morts-vivants moins anciens. Toutefois, il n'est pas particulièrement choquant qu'une magie nécromantique ait pu animer certaines âmes en peine parmi les peuples qui ont combattu du côté de Morgoth durant le Premier Âge. On peut imaginer que Sauron a préparé cette menace pour gagner du temps et mener ses plans à bien avant d'être dérangé en Eregion. Quoi qu'il en soit, les esprits sont visuellement très réussis, tout comme l'ensemble de cette bande-annonce d'ailleurs, qui donne une idée de l'ampleur assez inouïe de cette saison en termes de production et d'ambition tout simplement. Je ne fais que supposer ici, mais je me dis que le groupe est peut-être dispersé au moment de l'attaque des esprits,
Autre possibilité toutefois, il tombe sur l'avant-garde d'une armée orque et Galadriel fait diversion pour permettre à ses amis de fuir. Quoi qu'il en soit, elle finira par se faire capturer par Hadar. On a même une image d'elle qui dîne à sa table avec une décoration ambiance lifestyle orc do it yourself. Lorsqu'on entend Hadar demander de le laisser s'occuper de Sauron, je suis convaincu qu'il parle alors à Galadriel. Ainsi, Hadar va attaquer Ostin Ithil en pensant enfin détruire Sauron pour de bon, tandis que Galadriel restera sa prisonnière jusqu'à ce qu'Elrond revienne avec une armée. Si je suis aussi affirmatif, c'est qu'on devine une personne en cage à côté de Hadar durant la charge de cavaliers elfes menée par Elrond, et cette captive ne peut être que Galadriel en toute logique. Quand on connaît l'avenir d'Elrond et d'une personne chère à Galadriel, c'est assez ironique d'ailleurs cette séquence, mais pour ça je vous renvoie à ma vidéo consacrée à la vie d'Elrond et qui s'appelle Elrond, héros tragique. Je suppose que la scène dans laquelle Elrond caresse la joue de Galadriel marquera leur retrouvaille et elle lui fera promettre alors de tout faire pour détruire Sauron. Du côté des forces en présence pour le siège d'Eregion, on pourra notamment compter sur un troll très ancien et puissant, un certain Damrod, qui devrait défoncer des bouches à foison. Ce siège sera massif et son déroulement se déploiera sur 3 épisodes de la saison. On peut aussi déduire que le haut roi Gil-galad lui-même sera sur le champ de bataille puisqu'on devine sa célèbre lance Aeglos à droite d'Elrond sur un des plans du champ de bataille. D'une manière ou d'une autre, Galadriel rencontrera à nouveau Sauron cette saison. On peut supposer que ce sera en tentant de venir en aide à Celebrimbor, mais on peut avoir des surprises. Quoi qu'il en soit, on se souvient d'un plan d'elle dans le teaser alors qu'elle hurle dans une ambiance de lumière rouge. Pour espérer l'emporter, Elrond fera appel à nouveau à son ami Durin et on peut voir le prince des nains exhorter les siens à prendre les armes pour secourir les elfes contre les orques. Au final, on suppose qu'Hadar ne fera que servir les plans de Sauron sans le savoir en lui apportant l'armée dont il a besoin. Il ne fait guère de doute que Sauron tuera Hadar ou pire, qu'il poussera ses enfants, les orques, à le faire pour lui avant de prendre le contrôle de l'armée. Pendant ce temps, au Mordor, ou Mordor, hein, c'est difficile, Isildur est en mode survie et doit traverser des territoires hostiles. Il passera notamment par Cirith Ungol et repoussera une Shelob encore jeune et relativement petite. Certains se réécriront en rappelant que Shelob est la progéniture d'Ungoliant et qu'elle est déjà ancienne et devrait être plus grosse que ça. Et je suis relativement d'accord avec eux. Elle a déjà des milliers d'années a priori et c'est une drôle d'idée de la montrer si petite, même si on peut supposer qu'elle a un régime assez pauvre à cette époque, avec peu de passages dans les environs de son antre. Isildur devrait croiser la route d'Arondir et Théo, mais aussi d'une certaine Estride. Leur objectif sera forcément de s'éloigner des serviteurs de Sauron ou de Hadar et de tenter de retrouver des elfes ou des humains en mesure de les aider, de les accueillir. Le pauvre Théo devra faire le deuil de sa mère, Bronwyn, puisqu'on sait que l'actrice Nazianine Boniadi ne revient pas en saison 2, ce qui va compromettre malheureusement l'histoire d'amour interdite entre elle et Arondir. Ce dernier va tenter d'être une figure paternelle en quelque sorte pour Théo, tout en aidant Isildur à rester en vie, comme quand on le voit combattre des bandits ou des pillards face à ce qui pourrait être un chariot de fortune à côté duquel on devine l'humain Isildur au sol. C'est donc ce groupe qui devrait plus tard croiser le chemin de créatures légendaires, les Ent femmes. Dans une séquence, on peut avoir la fausse impression que Lent attaque la copine d'Isildur, mais elle la protège sans doute d'un mauvais homme. L'occasion étant trop belle, on peut imaginer que cette Ent femme serait potentiellement Fimbrethill, celle dont Sylvebarbe, ou Barbebois dans la nouvelle traduction, était amoureux. On sait que l'identité du père de Théo serait révélée plus tard dans la série. Quoi qu'il en soit, de mon côté, Théo reste un bon candidat pour devenir un Nazgûl. On suppose qu'Isildur devrait atteindre enfin la côte, mais est-ce que ce sera pour y fonder une communauté ou directement repartir pour Númenor? Vous me direz ça en commentaire. À Númenor, justement, la régente Myriel est soumise à un jugement rituel et plonge dans les profondeurs marines pour être confrontée à un ver marin. Pharazôn devrait saisir une position dominante dans le duel politique qui va se livrer au sommet de la hiérarchie de l'île. Quand il accède au Palantir, sa vision de flamme est différente de celle vue par Myriel ou Galadriel en première saison. Difficile de savoir si la vision a un rapport avec Sauron ou au contraire avec Valinor, voire avec quelque chose de complètement différent. On sait bien qu'un enjeu majeur de la Terre du Milieu consiste pour les humains à accepter leur mortalité, et Pharazôn pourrait commencer à être gêné par cette limite imposée à sa grandeur, comme à celle de Númenor. Lorsqu'un aigle se pose dans la salle du palais, c'est évidemment un signe des Valar et notamment de leur roi, Manwë, seigneur du vent et des aigles. Pharazôn va certainement commettre alors un blasphème en chassant cet aigle, même si rien n'est sûr. À ce sujet,
ça reste une supposition. Du côté du pauvre Elendil, entre ses sentiments croissants pour Myriel, qui n'a toujours pas recouvré la vue par ailleurs, et le deuil d'un fils qu'il croit mort à la guerre, il devra aussi subir la rancœur de sa fille, qui le tiendra pour responsable de la mort d'Isildur, et sera convaincu par la rhétorique de Pharazôn. Du côté de Rhûn, l'Est désertique, on découvre des gens au design inquiétant et discutable. Certains leur trouvent un air de chasseur Tusken de Star Wars. De mon côté, je suis un peu dubitatif quant au choix des masques, mais par ailleurs, le plan du cavalier sur fond de soleil levant est magnifique, donc en résumé, je jugerai sur pièce. C'est bien évidemment le voyage de Nori et de l'étranger qui nous permettra de découvrir Rhûn, une région très peu décrite dans les textes et jamais montrée au cinéma. Un voyage qui les amène à rencontrer Tom Bombadil en personne, Tom qui va répondre à certaines des questions de l'étranger. On sait qu'on connaîtra le nom de l'étranger en fin de saison 2, et évidemment la théorie la plus répandue est qu'il s'agit de Gandalf, mais je continue de préférer celle qui ferait de lui l'un des deux mages bleus. En effet, des écrits tardifs de Tolkien permettent de justifier la présence des mages bleus au deuxième âge, notamment vers l'Est. Si Tom Bombadil finissait par offrir son manteau et son chapeau à l'étranger, on aurait enfin un mage bleu. Ceci dit, étant donné la différence de taille entre Tom et l'étranger, ça risquerait surtout de lui faire une petite robe estivale, donc je suis pas convaincu. Dans la scène de tornade, tandis que l'étranger tend la main vers Nori, on devine que Poppy les a rejoints puisqu'elle s'accroche désespérément à son ami pour ne pas s'envoler. Les rapides mais aussi énigmatiques et intéressantes scènes des mystiques nous confirment que ces femmes aux étranges pouvoirs maléfiques de saison 1 étaient des disciples d'un magicien qu'on devine avec son bâton cornu derrière celle qui semble disparaître dans une nuée de papillons de nuit. Ce mage devrait a priori correspondre à l'idée tardive de Tolkien selon laquelle l'un des mages bleus partis vers l'Est avait été corrompu et avait engendré des cultes étranges et impies. Il s'agira à n'en pas douter d'un grand adversaire pour l'étranger cette saison, et on sait qu'il sera interprété par l'excellent Cairuan Ince. On sait que Tom Bombadil chantera même s'il sonne terriblement sérieux dans le dialogue que lui donne la bande-annonce. Ceci dit, le plus ancien de tous se préoccupe de la nature et elle est certainement en danger dans le pays de Rhûn. Je vous avoue que ce n'était pas forcément de tout repos de travailler ce week-end sur cette bande-annonce, alors j'espère pouvoir compter sur vos pouces en l'air, vos abonnements, vos commentaires, si vous ne voulez pas que votre salle de bain, par exemple, se transforme en antre de Shelob, quitte à ce qu'elle vienne vous croquer le fion. Et voilà pour ce panorama que je pense presque exhaustif. J'ai très hâte de découvrir cette saison en espérant qu'elle conservera les points forts de la première, dont un revisionnage en cours me procure toujours autant de plaisir, tout en corrigeant si possible certaines de ses faiblesses relatives dans le rythme ou certaines inventions ou caractérisations éloignées des récits des écrits de Tolkien. Je serai bien évidemment au taquet avec des vidéos dédiées sur la chaîne pour cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir, et je vous donne rendez-vous par ailleurs ici même dès ce soir pour l'analyse de l'épisode 7 de House of the Dragon saison 2. À très vite donc pour de nouvelles aventures. Salut!